BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et on est avec Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus. Bonjour. Merci d'être avec nous au lendemain donc de résultats exceptionnels. Ce sont des records pour Airbus avec un résultat net de 4,2 milliards d'euros. J'ai une première question, Guillaume Faury. Bon, on est à Toulouse, évidemment. Donc Toulouse Airbus. Pas seulement, on l'a vu aujourd'hui pendant toute la matinale, mais évidemment Toulouse Airbus. Comment on fait pour afficher en 2021 un bénéfice record historique alors que vous n'êtes pas sorti de la crise, alors que vous n'avez pas retrouvé le niveau de production d'avant? Comment on fait et qu'est-ce que ça sera donc demain? Qu'est-ce que ça va être 2022-2023? Oui, alors bonjour, et c'est un plaisir de vous voir à Toulouse. Et nous aussi. Dans cette belle ville où Toulouse, c'est Airbus, évidemment, c'est beaucoup d'autres entreprises. Et c'est beaucoup de salariés d'Airbus qui, effectivement, ont fait un très très bon boulot pendant ces 2 années de crise. Comment on a fait? On s'est relevé les manches. Je crois que c'est ça la principale recette. On a eu beaucoup de travail à faire. Ouais. Il a fallu faire face à une crise qui était d'abord une crise de la demande. Donc l'arrêt du marché, quasiment. Voilà, exactement. Ouais. Nos clients qui se sont retrouvés avec aucun passager à transporter et donc beaucoup moins de besoin d'avions. Et donc on a dû d'abord réduire la production et s'adapter en termes de format de l'entreprise. Ouais. À la situation dans laquelle on s'est trouvé. Et on essaie de faire ça très très vite. Ouais. On essaie de redonner de la visibilité à nos fournisseurs pour pouvoir avoir une nouvelle référence pour faire travailler toute cette industrie qui est quand même très très lourde. Et dès la fin de 2020, on a vu qu'on avait retrouvé un nouveau point de réglage et on a pu en 2021 travailler nos coûts, travailler l'efficacité de l'entreprise pour pouvoir afficher finalement fin 2021 des très bons résultats financiers. Et ça montre que même quand le marché est très difficile, quand les circonstances sont défavorables, les entreprises peuvent trouver des solutions pour retrouver un équilibre et pouvoir continuer à préparer l'avenir. Alors quand même, pardon de rentrer un peu dans la technique financière, mais pour faire un bénéfice record alors qu'on n'a pas retrouvé son volume de production, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a augmenté ses marges, ça veut dire que le carnet de commandes se remplissant, on a des acomptes de la part de clients qui fait que ça gonfle aussi la marge concrètement, parce que ça veut dire que 2022-2023, vous allez encore faire des bénéfices supérieurs, tant mieux d'ailleurs. Alors, il y a des effets de bascule assez forts entre 2019 où on était en pleine montée en cadence, 2020 où on a baissé très fortement, effectivement c'est très défavorable de se retrouver dans une situation de repli, et puis 2021 où on est reparti de l'avant, en particulier sur les commandes dans la deuxième partie de l'année. On a vu le marché repartir et c'est quand même un point important à souligner, c'est-à-dire que les compagnies aériennes croient au rebond et elles voient déjà le marché repartir partout où les mesures de fermeture des frontières, de déconfinement sont mises en place. Donc le marché aérien voit son futur très positivement après une crise qui a été extrêmement difficile. Ça nous a permis de repartir de l'avant, de prendre des commandes et surtout de repartir en ce qu'on appelle la montée en cadence de nos avions monocouloirs. Et donc on repart sur une phase de croissance, on réembauche, nos fournisseurs remontent en cadence aussi et donc on retrouve une dynamique plus traditionnelle et plus positive pour l'ensemble des acteurs et pour l'entreprise. D'ailleurs, vous annoncez pour 2022 et 2023 surtout des niveaux records de production sur les chaînes d'assemblage, notamment pour la famille d'A320. Est-ce que ça veut dire que le duopole Boeing-Airbus devient déséquilibré en votre faveur? On voit que vous avez quasiment 2/3 du marché des monocouloirs. Alors on va s'en réjouir parce qu'on est et français et européen. Mais est-ce qu'à terme, vous croyez désormais que vous avez gagné contre Boeing ? Alors ça n'existe pas dans l'industrie, il faut toujours rester très humble et très prudent. C'est vrai qu'on a fait 3 bonnes années, particulièrement comparé à Boeing. On n'a pas du tout des niveaux records en 2022 et 2023. Il faut bien garder en tête qu'on a livré l'année dernière 611 avions, on en avait livré 863 en 2019, c'est-à-dire 250 de plus. Mais pour 2023, vous annoncez 75 à 320 par mois, c'est énorme. Non. On annonce 65 à mi-2023, donc on espère revenir à mi-2023 au volume qu'on avait sur la 320 juste avant la crise. Et sur les autres programmes, les programmes qu'on a ici à Toulouse, la 330, la 350, on ne sera pas du tout revenu au niveau d'avant-crise. Et entre-temps, on a arrêté la 380. Donc c'est vrai que la 320 est le principal produit d'Airbus, qui fonctionne très très bien, qu'on est reparti en montée en cadence, mais globalement, on n'est pas encore du tout au volume d'avant-crise. Le triomphe modeste chez Airbus. Non, c'est juste la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on a fait des bons résultats financiers, mais en termes de volume, on n'est pas revenu à l'avant-crise. Et le 75 appareils, c'est pour 2025 plutôt, c'est ça? Alors on est en train d'évaluer en ce moment le niveau de production vers lequel on va vouloir aller après 2023. Et ça dépend de la demande, qui est très forte, mais également de la capacité de ce qu'on appelle la supply chain, de l'ensemble des fournisseurs, de faire cette montée en cadence au-delà des volumes de 2019, à quelle vitesse et pour combien de temps.
Et ça, on aura décidé vers le milieu de l'année. Alors, les futurs avions, on a parlé avec Jean-Baptiste, bien sûr, de la famille de 220, qui a l'air de bien démarrer en termes de commandes, et qui est un avion prometteur. Et puis, il y a l'étape d'après, c'est des avions moins polluants. Je sais que vous êtes beaucoup engagé chez Airbus pour promouvoir cette famille d'avions. Est-ce que vous voyez une accélération? Est-ce que les révolutions technologiques qu'on voit notamment dans l'hydrogène vous font penser que vous allez changer encore plus vite que vous l'aviez pensé il y a peut-être 2 ans, quand vous aviez parlé de ces nouvelles familles d'avions économes? Est-ce qu'on pourrait aller encore plus vite dans cette transformation de l'industrie aéronautique? Alors, la crise du Covid a été un ralentisseur dans beaucoup de domaines et un accélérateur dans d'autres. Et dans tout ce qui est relatif à la transition énergétique, on a clairement vu une prise de conscience beaucoup plus forte et il y a eu une forme de solidarité de tout le monde dans beaucoup d'industries et en particulier dans la nôtre pour se dire mais il ne faut pas gâcher cette crise, accélérons sur la transition énergétique. Et donc oui, on a vu une accélération très forte. Chez Airbus, on avait déjà pris le tournant avant le Covid, mais on a accéléré au milieu de la crise. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait en ce moment? Je ne crois pas, parce qu'on est vraiment la manette des gaz à fond vers l'avant, comme on dit chez nous, et on a beaucoup d'activités dans tout l'écosystème industriel, y compris la partie énergétique, pour pouvoir entrer en service en 2035 le premier avion à hydrogène. Effectivement, c'est une révolution très très forte et nous on pense que la révolution industrielle qu'on a devant nous est probablement la plus difficile à faire dans l'aviation depuis le début de l'histoire de l'aviation, dans une durée très très courte. Est-ce que vous êtes challengé par les nouveaux acteurs sur les avions à hydrogène? On voit qu'il y a des startups qui prévoient des avions régionaux à hydrogène. Vous êtes challengé dans ce domaine, vous êtes challengé aussi dans le New Space, par les Américains déjà, avec SpaceX notamment sur les lanceurs et sur les vols habitables. On peut en parler puisque le président de la République a annoncé à Toulouse avant-hier que l'un des programmes européens, ça sera d'envoyer aussi des hommes dans l'espace. Est-ce que Airbus est présent sur tous ces segments? Alors, on n'est pas présent sur tous les segments, on a choisi un certain nombre de priorités. On aime beaucoup l'idée d'être challengé, comme vous dites, par d'autres acteurs, parce que quand il y a de la compétition, il y a beaucoup plus d'émulation et de vitesse. Et un certain nombre d'acteurs ont les mêmes besoins que nous sur un certain nombre de dimensions, et en particulier la dimension énergétique dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, on est content de voir qu'on n'est pas les seuls, parce que si on était les seuls, on aurait beaucoup moins de chances d'arriver à entraîner un écosystème autour de nous. Et cet écosystème, il fera qu'il ne soit pas seulement européen, il fera aussi qu'il soit au moins américain, voire plus large. Donc c'est normal qu'il y ait d'autres acteurs, c'est très sain et ça fait partie de l'accélération dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, dans le New Space, Airbus aussi a une division spatiale. Les vols habités, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Alors le New Space, on y est. On a été parmi les premiers à avoir une constellation et on a beaucoup d'autres initiatives. Et effectivement, les vols habités, c'est quelque chose qui fait beaucoup rêver, mais qui est aussi un gros vecteur d'innovation, de développement, de recherche et d'avancée. Et c'est préoccupant de voir que l'Europe est peu présente dans les vols habités, alors que d'autres grands blocs y sont déjà très engagés. Donc, ce que le président de la République a annoncé il y a quelques jours ici à Toulouse est pour nous une très très bonne nouvelle. Il va falloir voir comment les Européens se mettent en ordre de bataille, mais pour Airbus Defence and Space, pour notre partie spatiale, c'est un défi et une opportunité supplémentaire. Il y a énormément de divisions chez Airbus, il y a notamment la division militaire. On sait qu'on essaye à nouveau de faire un avion européen de combat commun, de ne pas renouveler l'expérience du Rafale et de l'Eurofighter. Est-ce qu'on va arriver cette fois-ci à faire un seul avion de combat européen du futur ? Alors on essaye, c'est pas seulement un avion du futur, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le SCAF, c'est le système global qui va faire le contrôle de l'air et de l'espace dans le futur, au-dessus de l'Europe, qu'on a effectivement besoin d'un système qui soit intégré. C'est d'abord et avant tout un cloud militaire, sécurisé, dans lequel l'ensemble des vecteurs qui agissent, en particulier l'avion, communiquent de façon protégée d'un point de vue cybersécurité. Donc c'est un système global. Dedans, il y a un nouvel avion et on est effectivement en développement. On a déjà dans la phase qui s'appelle 1A, on veut aller à la phase 1B et la phase 2, donc les phases suivantes de démonstration des technologies, et on est en discussion avec Dassault pour arriver à... Vous allez arriver à vous entendre ? On espère, on y travaille, mais ces grands programmes prennent toujours beaucoup de temps. Est-ce que les succès du Rafale à l'international vont pas peut-être donner envie, malheureusement, à Dassault de faire cavalier seul en disant moi j'y arrive bien tout seul ? Il faut poser la question à Dassault. Moi, on lui posera. Je ne suis pas Dassault, je suis Airbus. Et nous, chez Airbus, on a eu aussi un certain nombre de succès. Et pour autant, on est convaincu que le SCAF, le programme européen, en tout cas franco-allemand, espagnol, tel qu'il est construit aujourd'hui, est absolument essentiel pour avoir la taille critique
pour maîtriser toutes ces technologies et pouvoir faire les investissements qui sont nécessaires. On vous parlait d'innovation tout à l'heure. On a un regret en tant que passager, c'est la fin de l'A380, qui était un avion qui a marqué l'histoire de l'aéronautique par sa taille déjà, et puis par son avancée technologique. Les pilotes l'adoraient, les passagers aussi. Voilà, il n'était plus adapté au marché. Est-ce que c'est un regret d'Airbus d'avoir tant investi dans cet avion, ou est-ce que finalement les retombées technologiques vont irriguer tout le reste de la gamme ? En fait, les deux. Oui, évidemment, c'est un regret. C'est un avion auquel on est émotionnellement très attaché. Ouais. On ne le produit plus, mais il va continuer à voler pendant des décennies. Donc, Ouais. en particulier chez Emirates, qui a la moitié de la flotte mondiale. Donc, pour les passagers qui n'ont pas encore volé avec ou qui veulent continuer à voler avec, c'est possible. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, les évolutions sont très rapides. On a parlé tout à l'heure de l'avion à hydrogène. En fait, on est déjà dans une course de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la 380, très gros avion, 4 moteurs, c'était plus compliqué d'arriver à lui donner ces performances en matière d'émissions de carbone qu'on est capable de faire avec des bimoteurs. Donc, c'est un programme qui a permis à Airbus et à l'Europe de faire de très grandes avancées dans l'aviation. C'est un des programmes qui nous a permis de concurrencer Boeing de façon durable et puis d'avoir le résultat dont on parlait tout à l'heure. Donc, il ne faut pas avoir de regrets. L'industrie, c'est comme ça c'est par étapes. Et puis, la 380 a permis de faire la 350, qui est aujourd'hui un très très grand succès. Alors, l'A320, quel succès depuis 30 ans quasiment. C'est quand le remplaçant de la 320 ? Vous en parliez un petit peu avant la crise, et puis finalement, la 320 vous l'a tellement fait évoluer avec sa version très très long courrier, qui est unique d'ailleurs au monde en termes de portée. Mais un jour, ça va quand même bien remplacer cette famille, non ? Elle ne va pas durer 100 ans. Non, elle ne va pas durer 100 ans, mais c'est encore un avion jeune, en fait. Et en termes de technologie, il a encore beaucoup de potentiel. Donc on voit qu'on peut le faire évoluer et continuer à apporter beaucoup de valeur à nos clients avec les évolutions de la 320, la 321 et l'avion dont vous parlez qui s'appelle le XLR, qui est un avion à très long rayon d'action, alors que c'est un petit avion et qui correspond très très bien aux besoins modernes des gens d'aller directement de point à point sur des routes où il n'y a finalement pas tant de passagers que ça. Donc on a encore de la capacité à faire évoluer cette famille et puis un jour il faudra la remplacer. Ce qui me paraît important à ce stade, c'est qu'on voit qu'il y a des grandes ruptures technologiques qui sont devant nous et on veut que le remplacement de cette famille bénéficie intègre, notamment en termes de carburant, de motorisation. Exactement. Voilà. Et donc les moteurs pour cet avion, ils ne sont pas encore prêts. Un certain nombre de technologies, matériaux et puis d'architecture ne sont pas prêtes aussi. Elles seront prêtes pour une entrée en service à partir de 2035, pas avant. Il y a un petit conflit avec l'un de vos clients dont on va quand même parler ce matin, avec Qatar Airways, qui s'est plaint de problèmes de qualité sur les revêtements des avions, sur la peinture, sur l'extérieur, sur l'apparence. Ça fait longtemps, plusieurs mois que vous traînez ce conflit. Alors, c'est le seul client pour l'instant avec lequel vous avez quand même des rapports assez frictionnels. Vous avez menacé d'annuler des commandes, à 350, même de la famille des moyens courriers. On en est où ? Alors d'abord, c'est une situation dans laquelle on n'aime pas se trouver, une situation de conflit comme ça avec nos clients. Nous, on sert nos clients, on travaille dur pour qu'ils puissent opérer leurs avions. On a un différent d'appréciation important avec Qatar Airways sur la nature du problème. Ils ont arrêté des avions de vol en prétendant qu'il y avait un problème de sécurité. Et nous, on dit qu'il n'y a pas de problème de sécurité, il y a de la dégradation de la peinture. C'est un problème qu'on est capable de régler d'un point de vue qualité. Qatar Airways a décidé de nous attaquer en justice, donc on est obligé de se défendre et maintenant on est sur le terrain juridique. Et donc c'est vrai que c'est une situation très déplaisante. On travaille dur pour essayer de trouver une résolution amicale, ce qu'on espère derrière. Mais ce problème, il reste vraiment très cantonné à la relation Airbus-Qatar Airways. Vous n'excluez pas un accord à l'amiable dans les prochaines semaines ? On cherche toujours un accord à l'amiable, ça prend du temps. Bon. Voilà, j'espère qu'on va le trouver. Bon.